Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Les vraies voix du sport, tiens, et avant de les teaser, on va commencer par un son mythique. C'était il y a 30 ans, l'Olympique de Marseille remportait la Ligue des Champions. On va revivre ce moment avec une légende du journalisme footballistique. Bonsoir Dominique Grimaud. Bonsoir, comment ça va? Content de vous entendre. Très bien, content de vous entendre aussi, vous qui connaissez l'OM par cœur en plus. Je connais bien l'histoire de l'OM, oui. Et je l'apprécie. Alors justement, on va pas remonter jusqu'aux prémices de l'OM, hein, on va pas remonter à la fin du 19e siècle de mémoire. On va revenir un peu avant 93. Sans un manque de réussite flagrant à Marseille et sans une énorme erreur d'arbitrage à Lisbonne, l'OM aurait pu vivre une première finale de Ligue des Champions 3 ans plus tôt. Oui, c'était au printemps 1990 et l'OM gagnait le match aller contre le Benfica Lisbonne au Vélodrome. J'étais derrière les buts du gardien lisboète et je me souviens d'une tempête qui a soufflé sur ce but pendant quasiment 90 minutes, avec une victoire signée Sauzet et Papin, 2 buts de Papin et de Sauzet. Mais je me demande comment, aujourd'hui encore, comment l'OM n'a pas pu en inscrire 4 ou 5 des buts ce soir-là, tellement sa domination avait été outrancière. Et donc ça, c'était le match aller, gagné 2-1 par l'OM, et il y a eu, dans les jours qui ont suivi, la semaine qui suivait, ce fameux match retour à Lisbonne, et avec ce but ô combien contesté, signé par Vata, sur un corner, une main évidente. Aujourd'hui, ce but naturellement aurait été annulé grâce à la VAR, mais l'arbitre belge qui était très proche de la retraite, monsieur Van Langenhove, l'a accordé et ça a été un pur scandale et l'OM a été éliminé, victoire 2-1 à l'aller et défaite 1-0 au retour, le but marqué par Lima au Vélodrome, le but marqué à l'extérieur à l'époque comptait double, donc voilà. Et je considère que 33 ans après, que cette équipe de 90 et de 91, on va en parler, Philippe, oui, tout à l'heure, était peut-être la plus belle de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est vrai. Celle de 93, évidemment, est victorieuse, mais celle de 90 était juste exceptionnelle, avec 3 attaquants, 2 attaquants qu'on connaît et qui vont marquer la légende de l'OM, Waddle et Papin. Oui. Mais derrière Waddle et Papin, il y avait un joueur absolument sublime qui s'appelait Enzo Francescoli, Uruguayen, qui était l'idole de Zidane, au point que Zizou a baptisé son fils aîné Enzo. Alors une chose réussie l'année suivante, là ils gagnent, ils vont en finale de la Ligue des Champions en sortant le Milan AC après un match aller fabuleux, un 1-1 à Milan et une victoire 1-0 au retour justement avec un but sur une reprise de volée de Waddle, un match qui se termine avec une panne de courant et puis ça tourne mal en finale face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Oui, alors un mot sur le quart de finale. Déjà, le match aller a lieu à San Siro. Les Milanais de Berlusconi sont évidemment favoris. Double tenant du titre. Double tenant du titre, 89-90. Les Italiens marquent les premiers par Rijkaard, ou plutôt par Gullit. Oui, sur une grosse erreur de Casoni d'ailleurs. Énorme erreur de Caso. Et avant la mi-temps, Jean-Pierre Papin égalise 1-1. À noter un match extraordinaire ce jour-là à San Siro, un match fabuleux, joué par Bernard Pardo, de Travis Pardo, qui fait le match de sa vie. Et le retour est extraordinaire, effectivement. Il a souligné avec une victoire 1-0 dans un vélodrome incandescent, une attaque d'Abedi Pelé, un centre que Jean-Pierre Papin touche de la tête, et puis le ballon revient
sur le pied droit, sur l'aile droite, dans les pieds de Waddle, et Waddle frappe de son mauvais pied du droit, et le gardien italien est battu. C'est sans doute une des soirées les plus brûlantes, les plus excitantes, les plus exaltantes que j'ai pu vivre au stade Vélodrome. Alors, c'est la finale perdue au tir au but face à une super équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a fait tout le match à 10 derrière, mais avec des joueurs extraordinaires, Panchev, Belodedici, etc. Oui, c'était une très belle équipe de l'Étoile Rouge qu'on avait peut-être, tous autant que nous sommes, un peu sous-estimés. Et c'est vrai que Prosinecci aussi, je me souviens de lui, bien sûr, oui. Qui était un milieu fabuleux, créateur. Donc c'était une équipe très solide, très athlétique. Et effectivement, l'OM a eu beaucoup d'occasions, en tout cas en première mi-temps. Et l'OM s'est incliné au tir au but. J'avoue que ça a été quelque chose qu'on a tous encore en travers de la gorge, parce que une fois de plus, je crois que cet OM était au-dessus de l'Étoile Rouge Belgrade, et que cette équipe avait atteint une espèce de plénitude. Mais ce soir-là, Jean-Pierre, je pense à JPP, n'avait pas son adresse habituelle. Voilà, il y a eu quelques déchets dans le jeu, et les Yougoslaves ont su en profiter. Voilà, et c'est une très lourde déception, moins grande peut-être, enfin grande, très grande. En fait, il y a une double déception, Philippe. Il y a eu 90, cette demi-finale perdue contre Benfica, et cette finale, évidemment, perdue à Bari, alors qu'on s'apprêtait, moi j'étais à l'époque à TF1, on s'apprêtait à tenir l'antenne jusqu'à 1h du matin, tout était prêt. Roger Isabelle était à Bari, j'étais à Marseille, les studios étaient prêts, les lumières étaient allumées. On allait célébrer la première victoire de l'OM, et malheureusement, on a dû... Patatras. Eh oui, malheureusement. Alors on passera sur l'année suivante qui a été un accident industriel à Prague en 8e de finale, et on passe directement à 92-93. Alors je rappelle, c'est pas du tout comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait 2 phases à élimination directe, facile contre le Glentoran Belfast et le Dynamo Bucarest, et ensuite une phase de poule avec les Rangers, le CSKA à Moscou et le FC Bruges. Et le premier était qualifié pour la finale. Pas un parcours hyper compliqué pour l'OM qui s'en tirera avec 3 victoires et 3 nuls. Oui, c'est pas l'OM qu'on a connu les saisons précédentes. C'est un OM plus, comment dire, qui est armé de joueurs combattants et pas extraordinaires. Alors il y a eu Bernard Tapie a su compenser certains départs, comme ceux de Waddle notamment. Il a pris un champion du monde en titre qui est Rudi Völler, champion du monde avec l'Allemagne en 90. Il a pris Alan Boksic devant. Voilà, donc, le Croate, tout à fait. Et donc c'est une bonne équipe. Ce n'est plus c'est Goethals qui est à la baguette toujours, Raymond. Et donc c'est une équipe effectivement qui dispute ces 6 matchs avec je dirais avec vaillance, mais pas avec génie non plus. C'est compliqué à chaque fois. Et ils se font remonter 3 fois au score sur les 3 matchs nuls, et une fois de 2 buts contre les Rangers. C'est laborieux à chaque fois. Mais bon, à l'arrivée, il y a une qualification pour la finale. Voilà, c'est ce qui compte. Et quand on voit l'adversaire en face, le Milan AC, qui revient d'1 an d'exclusion suite à son abandon à Marseille en quart de finale pour un problème d'électricité, eux, ils sont dans un groupe plus compliqué avec 2 anciens champions d'Europe les années précédentes, Porto en 87, PSV Eindhoven en 88, l'IFK Göteborg, 6 matchs, 6 victoires. Le favori, c'était à Bari, c'était l'OM contre l'Étoile Rouge, mais là, le favori, c'était le Milan AC contre l'OM. C'est évidemment le Milan AC qui domine, qui écrase le football européen depuis 89. Le Milan AC qui a recruté les 3 meilleurs joueurs des Pays-Bas, que sont Gullit, Rijkaard et surtout Van Basten. Van Basten, je rappellerai, par comparaison à des chiffres aujourd'hui qui circulent, comme quoi l'économie du football a beaucoup changé, s'est envolée. Van Basten a été acheté à l'Ajax pour 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Le Milan a acheté Jean-Pierre Papin à l'été 92 pour
11 millions d'euros. C'est absolument ridicule. Je vous dis, l'effectif de Milan, et qui domine, qui écrase le football européen en 1993, il y a 30 ans, équivaut à peu près à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est aujourd'hui le budget du Racing Club de Strasbourg. Oui, ce qui veut tout dire. Ce qui veut absolument tout dire. C'était il y a 30 ans, voilà, voilà tout ça. Et pour tout résumer, parce qu'on doit faire une pause publicitaire, Dominique, l'effectif du Milan AC à l'époque, c'est 5 ballons d'or, 2 ballons d'argent et 2 ballons de bronze. Et ça vaut l'équivalent, vous le disiez, du Racing Club de Strasbourg aujourd'hui. C'est la folie. Les vraies voix du sport avec cette légende du journalisme footballistique Dominique Grimaud. On a fait l'avant-finale, on attaque la finale pour l'anniversaire de ces 30 ans de cette victoire de l'OM en Ligue des Champions. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Et un plaisir de parler des 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions, la seule victoire française encore aujourd'hui avec notre ami Dominique Grimaud. Dominique, on a parlé des effectifs, l'effectif de rêve du Milan AC, mais moi je veux faire 2 duos. Il y avait quand même un sacré duo d'entraîneurs avec d'un côté un certain Raymond Goethals et de l'autre un certain Fabio Capello. Ah ben oui, bien sûr, Capello, magnifique entraîneur, et Raymond. Alors Raymond que j'ai fréquenté très longtemps et qui était devenu un véritable ami, qui non seulement avait une science très pointue du sport, du football, qui était fabuleux en matière de gestion humaine, qui considérait vraiment ses joueurs comme des petits frères ou comme ses grands-enfants, qui avait un esprit fou et qui savait parler à son boss, autrement dit à Bernard Tapie. Je me souviens que Raymond m'avait dit, avant cette finale, Tapie l'avait appelé du Fosséa, il l'avait réveillé en pleine nuit, Tapie devait être aux Antilles, et Tapie appelle Goethals, donc le réveil en pleine nuit avec le décalage horaire, et Tapie dit à Goethals, tu sais, le Belge, que Milan, c'est quand même une grosse équipe, et Goethals lui dit, ah ben ça, tu m'as appris quelque chose. Ça, tu m'as appris quelque chose. Excellent. Et c'est aussi 2 grands présidents face à face. Berlusconi versus Tapie. Berlusconi et Tapie. Il y a ce fameux dessin de notre ami Chenez à la une de l'équipe, le jour de la finale, le 26 mai, où tu vois Tapie serrer la main à Berlusconi, et Tapie dit à Berlusconi, comment ça va Silvio? Et Berlusconi lui répond, bien, monsieur Tapie, bien. Excellent. Ce match, quand on y repense, pour nous qui l'avons vu, c'était pas un grand match, c'était un match assez fermé où Barthès a peut-être été l'homme clé en faisant quelques gros arrêts en début de match. Énorme arrêt, mais surtout, je dirais un tir un peu raté de l'Italien Massaro. Absolument. Massaro doit jouer la 5e ou la 6e minute et il s'en faut de quelques centimètres pour que Barthès soit trompé. Et effectivement, si Massaro marque à cette occasion, le match est tout à fait différent et on peut craindre le pire pour l'Olympique de Marseille. Il se trouve que Barthès, tu l'as dit, et fait un match absolument magnifique. Il vient d'arriver à l'OM, Barthès. Absolument. Il a pris la place d'Olmeta. Il a pris la place d'Olmeta, qui lui-même a pris la place de Gaëtan Lehar. Voilà, donc il est tout à fait décontracté. C'est le Barthès qu'on connaît, le Fabien qu'on connaît, et pas du tout impressionné à l'idée de jouer cette finale 93. Mais comme tous les Marseillais, comme tous les joueurs d'ailleurs, la grande différence qu'il y a entre Bari 91 et Munich 93, c'est qu'en 91, les Marseillais, les Olympiens sont favoris et sont très crispés par l'enjeu. Là, ils le sont beaucoup moins à Munich. Ils savent qu'ils tombent sur une équipe supérieure à la leur et les heures qui précèdent le match sont vécues de manière assez décontractée, voire très décontractée. Et ils rentrent sur le terrain sans pression aucune. Ils sont dans la peau d'outsiders et ils savent qu'ils ont une équipe très vaillante, très combattante, très valeureuse, pas forcément brillante. Donc ils savent que ça va être très très compliqué pour eux et ils s'accrochent aux branches pendant la première demi-heure.
Et Voilà. tout bascule sur le premier corner à 2 minutes de la mi-temps, qui n'est pas un corner d'ailleurs, c'est un 6 Non. mètres, c'est une erreur d'arbitrage. On écoute pour le plaisir, Dominique? Oui. Allez, on Oui. écoute. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boli. But de Basile. Ça fait du bien de le entendre, hein, Roland C'est Lartier. C'est Thierry au commentaire. Absolument, c'est Thierry, le regretté Thierry Roland. Et oui, c'est Thierry, bien sûr. Donc oui, Basile coupe au premier poteau et met le ballon dans le petit filet. On joue à la 44e minute, et on ne sait pas encore, mais c'est le but décisif. C'est le but qui va faire basculer Ce tout match. un peuple, tout le peuple marseillais et toute la France, disons-le. C'est vrai, toute la France Dans le était pour bonheur, dans la l'OM. joie. En fait, cette finale, si j'ose dire, je crois que c'est Michel Platini qui l'a dit un peu plus tard. Je crois qu'elle dépucelle quelque part. Il a dit ça le soir de la finale. Il a dit ce soir, on s'est dépucelé, on a gagné notre première Coupe d'Europe. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, cette histoire va annoncer les succès qui vont venir, et notamment le succès de France 98. Oui, parce qu'il y a 3 joueurs sur le terrain, le duo Deschamps-Desailly et Barthès. Oui. 5 ans plus tard, ils vont ramener leur première étoile à la France. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que ce match est hyper important, évidemment pour les Olympiens, pour le peuple marseillais, je le disais, mais pour l'ensemble du football français. C'est une date très, très importante. Très, très importante dans l'histoire du foot français. De ce match, qu'est-ce que vous retenez? Je ne sais pas, l'arrêt de Massaro, le but de Boli, ou Boli qui va voir les supporters marseillais et qui dit, contrairement à Barry, ce coup-là, je pleure pas, en joignant le geste à la parole, Dominique. Je retiens tout. J'ai revu le match plusieurs fois. Je retiens la frappe de Massaro chronologiquement. Je retiens évidemment les arrêts de Fabien. Le coup de tête de Basile. Didier quand il soulève la coupe. Oui. La joie maîtrisée quand même de Raymond, de Goethals. Et puis évidemment le triomphe de Bernard Tapie. Parce que c'est aussi sa victoire. C'est lui qui a bâti cette équipe. Il a pris l'OM en 1986, voilà, avec un objectif, gagner la plus grande coupe qui soit, c'est la Ligue des Champions, il la remporte en 93. Il est beau aujourd'hui que le nom de Tapie soit naturellement associé à cette victoire, et que l'esplanade devant le Vélodrome soit baptisée aujourd'hui encore Bernard Tapie, et que demain, une statue soit érigée aux portes du Vélodrome. Totalement normal, logique. On parlait de Benfica, comme depuis des décennies, il y a une statue de Zebio qui a fait gagner la Ligue des Champions, la Coupe des Champions au Benfica en 62 et 63 de mémoire, ou 61-62, qui l'a fait absolument. Devant le Stadio d'Alouche. Exactement. Barcelone, bien sûr, Euseb, qui a été l'un des plus grands, qui est dans le top 10 de l'histoire du foot, Eusebio, bien sûr. Est-ce qu'il nous reste 1 minute 40, 30 ans Déjà. après, c'est très long. Ah oui, mais avec vous, c'est un plaisir, on aurait pu faire 2 heures, Dominique. Hein. Est-ce qu'un club français regagnera un jour la Ligue des Champions, on va le dire, ou une autre Coupe d'Europe? Parce que maintenant, après le PSG en 96, ça fait quand même 28 ans qu'on attend. Ça fera 28 ans l'an prochain, comme il n'y en aura pas cette année. On espère, mais on l'espère au début de chaque saison. Le problème des clubs français, c'est qu'ils veulent tous se qualifier pour les coupes européennes. Donc ils sont obsédés par la qualification, mais dès lors qu'ils sont confrontés aux compétitions, ils perdent de leurs moyens. Voilà, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est technique? C'est un ensemble de choses. Mais je crois que s'il y a une équipe, normalement, sur le papier, qui pourrait remporter, je parle de la Ligue des Champions. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est évidemment le PSG, à condition qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, comme ils ont fait, comme les Qataris ont fait beaucoup, n'importe quoi depuis une dizaine d'années, condition qu'ils bâtissent une équipe, une véritable équipe, soudée, homogène, et qu'il ne s'agit plus pour eux de garnir, d'orner une jolie vitrine et de vendre des maillots. Maintenant, il faut faire en sorte, ce qu'avait fait Tapie d'ailleurs, Absolument. C'est-à-dire d'associer des joueurs complémentaires, des joueurs qui ont faim, et des joueurs qui veulent gagner, et non pas qui veulent paraître, et seulement paraître, sous le maillot du PSG,
en échange d'un salaire absolument faramineux. Mais merci beaucoup Dominique Grimaud de nous avoir fait revivre cette soirée magique du 26 mai 93 et ces épopées magiques de l'OM version Tapie. Merci beaucoup à vous. On a une pensée bien entendu pour Bernard Tapie et pour Raymond Goethals qui de l'OAO doivent peut-être trinquer en repensant à cette victoire il y a 30 ans. Merci à vous. On passe au rugby tout de suite avec la Dream Team de Sud Radio.